Alors, nous recevons Erwin Laszlo. Erwin est philosophe des sciences. Il est extrêmement engagé dans le changement aujourd'hui, dans la transformation planétaire dans laquelle l'humanité est de plus en plus engagée. La première question que j'ai envie de vous poser, Erwin, c'est au fond, quelles ont été les grandes étapes de votre vie et comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à cette question de changement de paradigme? D'abord, j'ai commencé ma vie en tant que musicien. Oui. J'étais enfant prodige en Hongrie, commençant à faire des concerts publics à partir de 9 ans. Et puis, j'ai gagné un concours international à Genève. Je suis allé en Amérique, on m'a reçu très chaleureusement. Alors, j'ai fait les prochains 10 ans avec des concerts, des tournées de concerts un peu partout dans le monde. Mais quand j'ai arrivé à mes années 22, 23, j'ai commencé de m'interroger sérieusement sur le sens de vie, qu'est-ce que je fais dans le monde, quel monde, quel est le type du monde, la nature du monde dans lequel nous vivons, et quel est le rôle aujourd'hui d'un homme conscience, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors j'ai commencé d'étudier sérieusement la science, la philosophie. D'abord, j'avais un diplôme d'artiste, musicien de Budapest, l'Académie Franz Liszt. Ensuite, j'ai fait un doctorat d'État à la Sorbonne sur la métaphysique de Whitehead, qui est une grande métaphysique très au courant avec des développements actuels dans la science. Et puis, je m'ai commencé vraiment de mettre sérieusement dans ces questions. Comment concevoir le monde? Quelle est l'idée de base? Donc, on peut parler de paradigme. L'idée de base sur laquelle nous essayons de comprendre nous-mêmes et notre monde. Et ça change aussi parce que, avec les nouvelles découvertes dans les sciences naturelles surtout, hein, la conception de la réalité, de l'univers, ça change. La transformation. Ce n'est plus la conception newtonienne d'un univers des atomes, des points de masse séparés qui s'interagissent un avec l'autre pour une mécanique, selon les grandes synthèses de Newton, qui est toujours valable naturellement, mais c'est une description partielle de la réalité. La réalité plus profonde, c'est une réalité très interdépendante, c'est communicant. C'est ce qu'on appelle dans la physique quantique actuellement les entanglements, où tout est en contact immédiat pratiquement avec toute l'autre chose. Dans tous les quantas dans le monde sont en communication avec tous les quantas. Autres quantas, on dit ça que c'est la non-localité. Rien n'est absolument local. Et ça change énormément notre vision du monde. Et ça m'intéresse beaucoup parce que si c'est vrai, alors, si on peut demander, on peut interroger si c'est valable seulement pour les tout petits, pour les micro-dimensions du monde, ou bien c'est aussi valable pour un être vivant, pour la conscience, pour le cerveau, et pour notre monde. Je trouvais que ça, effectivement, influence tout, aussi notre vie. Oui, donc en fait, c'est le passage d'un paradigme ancien mécaniste, où les choses étaient séparées les unes des autres, où chacun était une sorte d'objet qui ne communiquait pas avec les autres objets, et qui pouvait être analysé comme une grande horloge. Absolument. À un monde beaucoup plus relié, où chaque objet, où chaque être est en interaction constante avec tous les autres. Et ça nous fait passer à une vision systémique. Et vous êtes d'ailleurs un des promoteurs du développement des sciences des systèmes. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, dans ce nouveau paradigme, qui est beaucoup plus systémique que mécaniste, les caractéristiques de cette approche systémique?
C'est une approche holistique. Systémique, voire holistique, oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment séparer, fondamentalement séparer les choses, parce que tout est en contact avec toute autre chose. L'idée de espace-temps, ça change aussi. L'espace-temps devient quelque chose de réel. Selon la dernière conception, l'espace-temps est une chambre holographique. Ça veut dire, dans un hologramme, que vous savez, toute l'information est donnée dans tous les éléments. Donc, si vous pouvez prendre un médium holographique, illuminer une petite partie de ce médium, vous le trouvez, toute l'information, toute l'image surgissent aussi dans toute une petite partie. Donc, espace-temps, selon la dernière conception, ces dernières années, est conçu comme quelque chose qui surgit d'une base encore plus profonde, mais une matrice et qui est reliée complètement dans tous les éléments, relie tous les éléments, et tous ces éléments donnent lieu finalement à le monde dans lequel nous vivons. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme un DVD qu'on met dans le lecteur, et brusquement, il y a la musique ou le film qui sort sur l'écran. Mais le passé, le présent et le futur du film, il est dans le DVD. Je me méfie sur le futur, parce que je pense quand même que c'est un univers qui n'est pas prédéterminé, donc le futur est encore ouvert. Pas toutes les choses sont possibles, mais il y a encore le choix. Il y a encore la décision qu'on peut prendre, comment se développe, comment ça évolue. Mais de toute façon, le passé, c'était aussi une grande idée de Whitehead, sur laquelle j'ai fait mon doctorat à la Sorbonne, justement. Grande idée de Whitehead, que dans cet univers, tout le passé est donné. Le passé est toujours présent. D'accord. Et il y a peut-être aussi plusieurs passés, non? Aussi, il y avait qu'un passé ou il y a plusieurs passés finalement? Est-ce que les différents scénarios futurs, évidemment, sont ouverts, mais est-ce que le passé n'est pas en quelque sorte... est-ce qu'il n'y a pas en fait plusieurs passés et qu'on peut choisir son passé comme on choisit son futur? Oui, c'est une idée, mais un passé, quelque chose, c'est déjà passé. C'est déjà devenu fait. Voilà. Ouais. C'est possible que ça puisse être aussi autrement comme c'était. Mais comme c'était, c'est déjà fait. C'est l'histoire. L'histoire, on ne change pas. Mais le passé nous démontre qu'il a eu la possibilité de développer le différemment. Voilà. Alors d'ailleurs, un de vos livres les plus fameux, c'est les Chants akashiques, qui est un de vos nombreux livres. Vous avez écrit plus de 70 livres dans votre vie sur différents sujets, sur les enjeux planétaires, sur l'approche systémique et holistique, sur les paradigmes, la vision du monde. Et puis, plus récemment, vous avez lancé une réflexion majeure, on peut dire, qui reprend justement toute l'évolution des sciences de ces 10-20 dernières années, parce que beaucoup de choses se sont passées dans la science ces 10-20 dernières années, et on voit apparaître des tas de questions sur, effectivement, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est que le cosmos, et aujourd'hui, en science, il y a des débats sur des grandes représentations, c'est comment reconstruire des représentations globales à partir de tout ça, et vous avez proposé une approche cohérente qui donne des explications, qui permet en tout cas d'expliquer une multitude d'aspects de ce que la science nous fait découvrir aujourd'hui. Et vous l'avez nommé les chants akashiques. Et ça a à voir avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des chants akashiques? C'est une redécouverte de quelque chose de très ancien. Il y a moins de 3000 ans que les rishis, que l'on voyait chinois, on a parlé, un visionnaire chinois, qui ont parlé de Akasha comme une dimension, un élément fondamental du monde. Maintenant, ça vient des Chinois ou des Indiens? Excusez-moi, des Indiens. Voilà, Hindus. De l'Inde, oui. En sciences scientifiques, un savant hindus, il y a 3000 ans.
ils ont parlé de Akasha. Voilà, Bon, la dimension Akasha, c'est quelque chose qui est plus profond, qui donne lieu à les autres éléments. C'est l'essence du monde, en fait. C'est l'information. Si vous voulez, c'est comme un logiciel qui est dans l'univers, et c'est qui crée tous les phénomènes. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette nouvelle approche, et c'est ça qui est très intéressant, en fait, il y avait la matière. Bon, on a commencé par comprendre la matière, le mécanisme de la matière avec Newton, etc. Après, il y a eu une rupture majeure avec Einstein qui a montré que la matière, c'est en fait de l'énergie, et qui a fait une théorie globale, en fait, de l'énergie, avec E égale mc2, c'est le lien entre l'énergie et la matière. Et vous proposez, en fait, d'approfondir cette logique en disant, mais finalement, le plus fondamental, c'est pas l'énergie, c'est l'information. C'est un peu ça. Hein. Oui, alors, où on met l'information? Parce que cette approche, ça vient maintenant de la théorie des champs quantiques, la quantum field theory. Et ce sujet-là, et puis tout dernièrement, les théories parlent d'une dimension plus profonde qui crée l'espace-temps. Donc pour Einstein, l'espace-temps, c'était quelque chose qui entre dans notre monde, qui fait partie de notre monde, qui est un élément qui est quatre-dimensionnel et qui quand même a un certain effet à l'autre chose, mais ce n'est pas strictement la réalité physique. Déjà avec Einstein, il y avait une remise en cause de l'espace et du temps. Oui, tout à fait. Alors Einstein, c'est une matrice pour toutes les choses qui passent. Maintenant, on est en train de découvrir que l'espace-temps, que quelque chose de physique, que quelque chose qui est au-delà des événements qui surgissent dans l'espace-temps, qui donne lieu à l'espace-temps. Donc l'espace-temps est ainsi créé par des interactions plus profondes dans le monde. Et la dimension dans laquelle ces interactions se surgissent est une dimension que les anciens hindus, justement, ont nommé l'Akasha. On ne savait pas ce que nous savons aujourd'hui dans la science, mais c'est équivalent. On parle aujourd'hui de la matrice cosmique, on parle de la chambre unifiée, unification grande, unification totale avec tous les champs. Mais on se demande alors où sont tous ces éléments, quel est le rapport entre ces éléments profonds et la vision du monde, et le monde dans lequel nous vivons, les phénomènes, n'est-ce pas? Oui, donc vous avez repris un mot qui existait dans la culture indienne depuis des milliers d'années, et vous l'avez repris comme une métaphore, un peu... Il faut le nommer, il faut pouvoir oui, c'est une manière de nommer ce qui est en train de se passer dans la science actuelle. C'est honorer, c'est reconnaître la prévoyance fantastique de ces savants anciens, à pouvoir concevoir le monde dans une manière qui est absolument consistante avec les dernières découvertes dans la physique. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y avait eu... Fritjof Capra avait écrit le Tao de la physique, un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire, il montrait comment la physique quantique aujourd'hui recoupe les sagesses ancestrales. C'est une sorte de convergence entre l'intuition intérieure de sages, mais qui n'avaient pas les expérimentations, et la science physique actuelle qui expérimente, qui prouve que effectivement chaque particule de l'univers est reliée à toutes les autres particules, et que même l'espace-temps dans lequel tout ça se développe finalement n'est que l'expression d'une sorte de champ informationnel qui serait au-delà du temps et de l'espace. Alors ce champ informationnel, et les Ricci de l'époque le disaient déjà, c'est au-delà du temps et de l'espace. Ah oui, absolument. C'est au-delà, c'est la base. Et c'est une sorte de mémoire. Ce que vous dites, c'est une sorte de mémoire dans laquelle tout ce qui se passe est en quelque sorte enregistré, en quelque sorte. Oui, c'est présent dans tout ce qui passe, et c'est conservé aussi. Et c'est conservé. C'est une mémoire universelle. C'est ce qui est très important. Il y a maintenant des expériments très précis qui démontrent qu'une chose qui est une fois parvenue dans le monde ne disparaissent pas jamais complètement. Voilà. D'où l'importance d'ailleurs de poser. Alors ça a une implication philosophique
pratique considérable, parce que finalement, on doit être responsable de chacun de nos actes. Chacun de nos actes est important, finalement. On n'est pas dans un monde absurde, mécaniste, où finalement le fait qu'on fasse un acte de cette manière ou de cette manière a finalement que d'implication que pour nous ou pour notre entourage. En fait, chacun de nos actes est en quelque sorte symbolique et se construit dans ce champ akashique et éternel, en fait. Oui, la trace de toutes les choses que nous faisons, même notre conscience, reste dans cette matrice cosmique. Il faut concevoir le monde en tant qu'un système qui évolue, mais où tous les éléments coévoluent, sont tous en reliés l'un avec l'autre, et tout ce qui passe dans un a un effet sur les autres. Même si c'est un effet minuscule, pour nous, ce n'est pas mesurable parfois, mais c'est quand même ça un effet qui est réel. Et quand tout le monde, alors sont tous les architectes, les co-architectes qui dessinent, pas seulement la planète, ils dessinent le monde. Oui, puis il y a cette interaction, c'est-à-dire que ce que je pense à cet instant, c'est important parce que c'est entendu, compris par le champ akashique, mais en même temps, à travers le champ akashique, je suis en lien avec vous, et à l'instant où je conçois quelque chose dans ma tête, vous-même, vous êtes influencé par cette idée, indirectement. Nous sommes tous internes dans cette chambre, nous faisons tout partie de cette chambre. C'est une intuition qui surgit dans diverses cultures, dans toutes les grandes traditions spirituelles, une idée semblable là. C'est l'idée principale, le grand changement de paradigme dans la science dans le dernier siècle, disons, que de passer d'un univers où tous les niveaux, il y a seulement un niveau d'interaction percevable, au moins de 2 niveaux, parce qu'il y a un niveau plus profond dans lequel surgit le monde que nous vivons. Alors cette idée d'avoir une dimension invisible, c'est présent pratiquement dans toutes les grandes traditions spirituelles. C'est ce qui est intéressant, alors que ça se revient aujourd'hui, parce que c'est donc une convergence entre la spiritualité traditionnelle, la vraie spiritualité, ce ne sont pas des idées simplement ésotériques, mais la vraie spiritualité vécue, et la science moderne.